Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, on va commencer par notre focus. Comment utiliser au mieux les écrans à la maison? Quelles sont les règles à adopter? Les conseils à suivre aussi pour un usage maîtrisé du numérique au sein des foyers? Quelques-unes des questions que se pose encore et toujours notre partenaire, le Clémy, avec sa série La famille tout écran. On regarde un nouvel épisode de la série dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech. Lisa de Bernard est avec nous aujourd'hui. Bonjour Lisa. Bonjour Philippine. De quoi vous allez nous parler? Je vais vous parler de l'Institut national pour l'évaluation de la sécurité de l'IA. Rien que ça, on en parle avec vous dans un instant. Et puis dans cette émission de l'ActuTech, deux parties. D'abord, saviez-vous qu'en France, il existe une règle bien particulière pour protéger le cinéma qu'on appelle la chronologie des médias? Son objectif, c'est de répartir dans le temps la diffusion des films entre les salles, la télévision ou encore les plateformes. Vous verrez que Disney+ bouleverse ce système depuis longtemps figé. Alors qu'est-ce que ça implique pour la création française, pour les acteurs historiques comme Canal+, et puis pour nous, téléspectateurs? Bon, on voit ça dans la première partie. Et puis dans la deuxième partie, depuis 25 ans, on crée, on façonne, on contrôle et parfois même on peut supprimer l'échelle de la piscine. On parle des Sims qui ne sont pas simplement un jeu vidéo, c'est aussi une véritable expérience sociale qui reflète nos émotions, nos évolutions, nos envies et nos questionnements. Alors aujourd'hui, vos personnages peuvent être polyamoureux, en situation de handicap, non-binaire, une inclusivité qui fait écho à la société et qui parfois divise. Alors les Sims sont-ils un simple miroir de la société ou alors un acteur du changement? On en parle avec nos experts dans la première partie du talk, juste après le focus, surtout. Ah oui, on va commencer par le focus, avec un focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée des écrans à la maison grâce à la série La famille tout écran, dont on découvre tout de suite un nouvel épisode. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un a publié une photo de moi sur Insta pendant que j'embrassais mon petit copain. Mais ça se fait pas, ça! Mais c'est clair! Surtout que je voulais pas que ça se sache. Raté, la photo a déjà été partagée 50 fois. Bon, chez nous, on se laisse pas faire. Chez nous, on agit. Bon, tu proposes quoi? On détague. Ça empêche pas la photo de circuler, mais c'est une première étape pour que tes amis aient moins de chances de tomber dessus. Bonne idée. C'est fait. Ensuite, on trouve qui a publié la photo. Mais en plus, je le connais. C'est Franck, un gars avec qui j'ai pas voulu sortir. Je lui envoie un texto maintenant parce que c'est abusé. Il a répondu. Je suis désolée, j'ai retiré la photo. Pardon. Tu me feras penser à vérifier que personne n'a posté la vidéo du pot de départ de Jacqueline. Celle où tu chantes Tata Yo-Yo avec ton grand chapeau? Espérons. Il est facile sur les réseaux sociaux de poster des photos ou des vidéos de vous sans votre accord, et même de manière anonyme, cachée derrière des pseudos. Il faut être très vigilant, car cela peut aussi être le point de départ du cyberharcèlement. Les plateformes de réseaux sociaux ont mis en place des moyens pour signaler toute publication gênante. Je pense qu'on devrait même te signaler pour crime contre l'humanité avec une voix pareille. À ce point-là? Allez, autre chose maintenant. Bah oui, ils sont en forme et nous aussi, vous allez le voir. Et on va parler d'abord de la chronologie des médias en France, qui fixe des délais bien précis avant qu'un film sorti au cinéma ne puisse atterrir en DVD, en VOD, à la télé ou sur une plateforme. Et c'est Disney+, qui vient de frapper un grand coup en réduisant sa fenêtre à 9 mois, suscitant jalousie et débat dans le secteur. Alors comment fonctionne ce système? Pourquoi change-t-il maintenant? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire pour nos habitudes de visionnage? On en parle avec nos experts tout de suite dans la première partie du talk. Et il est avec nous en plateau. Comme à chaque fois quand on parle de l'actualité technologique, c'est Alexandre Azria. J'ai oublié de vous saluer dans le lancement de l'émission. Bonjour Philippine, c'est pas grave. Énormément, je suis ravie. Il n'y a aucun problème. En plus, vous êtes là pour nous parler d'un sujet important. On va commencer d'abord avec Lisa, parce que Disney+ vient d'obtenir le droit de diffuser ses films seulement 9 mois après la sortie au cinéma. Concrètement, comment cette négociation a-t-elle abouti et quelles concessions Disney a-t-elle dû faire en échange?
Eh bien, ce qui s'est passé, donc, c'est qu'effectivement, en début d'année, déjà, il faut savoir que initialement, Disney et Canal+ travaillaient ensemble. On a un contexte donc de conflit entre les deux, puisque depuis le début de l'année, Disney n'est plus dans le bouquet Canal. La raison de cette dispute entre les deux géants, c'est des questions justement de chronologie des médias, donc de droits de diffusion après la sortie au cinéma. Et donc, en parallèle, Disney en fait avait la volonté de promouvoir un petit peu plus sa plateforme, de promouvoir un peu plus ses produits et de réduire justement cette fenêtre de diffusion. Et donc, ce qu'il s'est passé, c'est que lors de négociations, Disney s'est engagé à investir 25% de son chiffre d'affaires annuel en France et en Europe dans le cinéma français. En échange de quoi, il est passé d'une fenêtre de diffusion de 17 mois à seulement 9 mois, donc à peine 3 mois derrière Canal+, qui est à 6 mois. Considérablement réduit. Alors justement, je me tourne vers vous maintenant, Alexandre, en parlant de financement. Est-ce que vous pensez que ce type d'accord, puisque l'accord inclut aussi le fait d'investir un pourcentage du chiffre d'affaires dans la création française, de ce qu'on a compris, est-ce que ce type d'accord, Alexandre, va devenir une nouvelle norme pour toutes les plateformes comme Disney+, comme Netflix et comme d'autres, qui souhaitent réduire leur fenêtre de diffusion ? Je pense que oui. C'est d'ailleurs ce qui se passe avec MyCanal depuis un certain nombre d'années maintenant. Ils ont produit les plus grands succès du cinéma français depuis quelques décennies. Et je pense que c'est ça, en fait, qui les mettait dans une position extrêmement favorable avec une fenêtre et une chronologie des médias réduite. Donc si Disney+, Netflix veulent eux aussi réduire et rattraper MyCanal quelque part en France, il va falloir passer par investir de l'argent et des moyens en France, et je pense que c'est ce qui va être fait, évidemment. Je me permets juste de nuancer dans le sens où, en fait, les plateformes ont déjà les obligations en fait, de financer le cinéma. Toutes les plateformes, depuis la réforme de l'audiovisuel 2021, c'est juste qu'aujourd'hui, il y a des disparités entre effectivement Canal+, qui est un leader historique sur le sujet, qui investit environ 220 millions d'euros par an, et les autres plateformes qui investissent beaucoup moins, notamment Canal sur l'année 2023, c'est 40% de financement à l'échelle des films français. D'accord. Et toutes les autres plateformes ensemble, c'est le reste. Donc il y a une vraie disparité et c'est là qu'il y a une différence. Ce qui est intéressant, c'est que MyCanal avait commencé depuis quelques années à changer son business model et à se mouvoir un peu comme une marketplace et à faire venir Netflix, Disney+. On sait que c'était un peu leur idée, c'était vous prenez un abonnement MyCanal et vous avez avec cet abonnement-là accès à plein de chaînes. Ouais. Et de contenu, on voit que là, ça commence à poser souci, à poser problème. Je pense qu'ils vont devoir un peu rectifier ça. C'est ce qu'ils font avec la musique. Je ne sais pas si vous avez vu, ils ont fait une campagne marketing assez importante là, parce que Apple Music est disponible sur MyCanal. Donc voilà, je pense que ça va un peu rabattre les cartes. Comment on explique justement que, on l'a dit, Canal+ diffuse désormais après 6 mois, Disney+ après 9 mois, Netflix 15 mois, Amazon Prime Video 17 mois. Comment on explique ces écarts et avec qui ces négociations elles ont lieu ? Est-ce que c'est avec le gouvernement ? Est-ce que c'est avec le cinéma français ? Mais quelle autorité ? Alors c'est avec le cinéma français et ce qui explique déjà que la fenêtre soit aussi large, c'est que pour que les films puissent être diffusés sur les chaînes publiques donc gratuites, en fait il y a un délai de 22 mois. Donc pour ne pas désavantager déjà les chaînes de télévision, ça explique qu'il y a une aussi grande échelle. Et d'autre part, ce qui explique aussi les grosses différences, c'est tout simplement les modèles économiques des plateformes. Comme le disait Alexandre, Canal investit énormément dans le cinéma français. Ils ont un modèle d'abonnement. Ils justifient leurs tarifs assez élevés justement par le fait qu'ils aient une primauté sur les films. Donc eux investissent beaucoup. C'est leur cible d'avoir que 6 mois, d'avoir la fenêtre la plus courte possible. Là où par exemple Disney a quand même son univers autour des films Marvel, etc. Donc
eux, effectivement, ils ont aussi un intérêt aujourd'hui à essayer de réduire, encore une fois, cette fenêtre. Là où d'autres plateformes comme Netflix ou Amazon, en fait, eux, se focalisent plus sur les séries, sur les documentaires. Oui. Et donc, ils ont beaucoup moins ce besoin d'obtenir les films rapidement, même après leur sortie en salle. Donc, ça s'explique aussi par les modèles économiques. Est-ce que ça veut dire que ces autres plateformes, justement, elles vont chercher à renégocier leur délai, Alexandre, pour ne pas se faire licencier par Disney+, ou est-ce que, quelque part, c'est pas leur priorité aujourd'hui? Je pense qu'à ce stade, MyCanal, ça doit pas être leur priorité numéro 1 de venir renégocier. C'est un acteur extrêmement important de la création audiovisuelle avec les séries qui s'appellent My Canal Creation, quelque chose comme ça. Ouais. J'ai oublié le nom, mais en tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que MyCanal connaît extrêmement bien le marché français. C'est produire des films et des séries qui, en général, marchent assez bien. Donc, j'imagine que leur stratégie va plus être sur la production. Et puis aussi, quand on est abonné MyCanal, on a accès à du streaming, mais on a aussi accès à du live TV, un peu comme un Molotov TV ou autre. Donc, c'est pas uniquement du streaming MyCanal. Et quand on prend un abonnement chez eux, on sait qu'on a accès à pas mal de choses. D'un point de vue plus large, si on se concentre là-dessus, la chronologie des médias est censée protéger, en tout cas vouloir protéger la salle de cinéma et le financement des œuvres françaises, on en a parlé, mais est-ce qu'elle est encore réellement adaptée à l'ère du streaming ? Alors forcément, elle a été créée à un moment où les plateformes de streaming n'existaient pas encore, donc il commence à y avoir un petit décalage, on le voit aujourd'hui. Après, il faut savoir quand même que cette chronologie des médias, c'est une exception française. Si on prend les États-Unis, par exemple, les films sont diffusés en moyenne entre 45 à 90 jours après leur sortie en salle, ce qui fait que les cinémas sont beaucoup moins fréquentés aux États-Unis qu'en France, et ça, je pense que dans la culture française, on va encore résister, et on est quand même persuadé qu'il faut que les salles de cinéma continuent à être fréquentées, et ça passe par cette chronologie des médias. En revanche, je pense que, oui, les plateformes de streaming, il ne faut pas ignorer qu'elles existent. Et là, je vais peut-être me faire des ennemis dans le monde des cinéphiles, mais je me dis qu'il faut peut-être se poser la question à l'inverse, c'est-à-dire, est-ce que finalement, il ne faudrait pas accepter que les plateformes débarquent en salle ? Et ça s'est déjà posé la question, notamment en 2018-2019 pour Netflix, qui a diffusé certains de ses films, notamment Roma et puis The Irishman en salle. Donc ça voudrait dire que ces plateformes-là diffuseraient leur contenu. Exactement, c'est ça, leur création, tout à fait. Dans les cinémas. Et effectivement, ça pourrait peut-être permettre de retrouver un équilibre pour le cinéma français en regagnant un nouveau public et en permettant aux plateformes aussi de sponsoriser leur propre contenu. Mais encore une fois, c'est pas forcément la meilleure solution, mais je pense que de toute façon, il va falloir s'adapter. Bien sûr. Ce qu'il faut rappeler, c'est que l'industrie du cinéma français va pas très très bien depuis quelques années maintenant. Donc si on commence à rajouter des géants américains qui eux ont les moyens et une force de frappe quand même un peu plus importante, ça va devenir un peu plus compliqué. Mais est-ce que ça ferait pas venir justement au contraire plus de gens dans les cinémas ? Je pense pas. Je pense que les gens abonnés à Netflix ou autres sont habitués à consommer du contenu assez rapidement et un peu de manière limite anxiogène presque. Donc alors qu'un cinéphile va lui au cinéma pour prendre le temps, justement, de regarder un film dans des bonnes conditions. Je pense qu'on ne s'adresse pas aux mêmes gens ici. C'est deux types de consommation différentes, c'est ce que vous nous dites. Complètement. Bon, je suis d'accord là-dessus. Ça reste deux types de consommation différentes. Mais je pense que pour des événements, je pense à des séries comme Stranger Things. Je suis persuadée, par exemple, que si on proposait le dernier épisode de Stranger Things au cinéma, ça ramènerait des foules. Et ça permettrait, en fait, quelque part, de combler le manque à gagner que les cinémas enregistrent aujourd'hui face aux plateformes. C'est que le business model d'une plateforme comme Netflix, c'est un modèle de SaaS. Donc, les gens sont obligés de payer de manière mensuelle. Ce qui est bizarre, c'est qu'on va expliquer aux gens là de venir au cinéma, payer une place en plus de leur abonnement Netflix. Ça fait pas forcément sens quand on sait que les Français ont un petit budget en matière de sortie. J'imagine qu'un abonnement Netflix plus une place de cinéma, plus des pop-corn et autres, ça fait quand même un peu beaucoup. Il va falloir réduire les pop-corn alors. Je suis pas sûr aussi. Ou alors adapter encore une fois le modèle au niveau des plateformes de streaming, proposer des partenariats, des choses comme ça. Le cinéma, ça reste encore une fois une expérience. Vous le disiez. C'est ce que j'allais vous dire. C'est qu'on ne vient pas chercher la même chose quand on va regarder. Justement, si on reprend l'exemple de Stranger Things,
son dernier épisode au cinéma. Je pense que si c'est ponctuel, ça peut permettre d'apporter un autre public. Mais encore une fois, déjà je pense que le cinéma français et même le cinéma en général n'est pas tout à fait prêt à ça. Mais encore une fois, ce sont des suppositions parce qu'il va falloir s'adapter et vivre avec son temps. Et malheureusement, les plateformes sont là. Donc, Les plateformes sont là et c'est vrai que la multiplication de ces offres et donc des abonnements peut représenter aussi un sacré budget. La guerre des plateformes, on va continuer à en parler bien sûr avec vous au cours des prochaines semaines. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. D'abord, donc, images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet, c'est le Zap et c'est toujours l'œil de Jean Martineau. On est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de nos experts aujourd'hui. Bien sûr, Alexandre Azria, le fondateur de Le Croissant AI, et puis notre chroniqueuse, au-delà d'être experte, Lisa de Bernard. Et justement, c'est à son tour, elle a une idée derrière la tech, on écoute sa chronique. Et aujourd'hui, Lisa, vous nous parlez d'un nouvel outil, un nouvel organisme même dans le domaine de l'intelligence artificielle en France, puisque le gouvernement vient d'annoncer la création de l'Institut national pour l'évaluation et la sécurité de l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'on est habitué à faire des noms particulièrement longs en France. Alors pourquoi la France lance-t-elle cet institut aujourd'hui ? Eh bien, cette décision s'inscrit dans un contexte d'accélération mondiale du développement de l'IA, avec l'essor de modèles comme ChatGPT, Gemini ou encore DeepSeek. L'IA s'impose désormais comme un outil incontournable avec à la clé son lot de risques. On en parle assez souvent ici. Manipulation de l'information, failles de cybersécurité et puis la menace grandissante pour la souveraineté numérique. La France veut donc éviter de prendre du retard en matière de régulation, mais également s'assurer que l'IA qui circule sur son territoire respecte des critères de sécurité et d'éthique stricte. À noter que la France accueillera aussi le sommet sur sur l'intelligence artificielle les 10 et 11 février prochains, ce qui semble donc corrélé avec cette annonce. Effectivement, et le hasard n'est pas dans les calendriers politiques, mais alors quelles sont donc les missions de cet institut ? Eh bien, l'INESIA, qui est donc l'acronyme de cet institut,
a plusieurs missions principales. La première, c'est de tester et certifier les modèles d'IA, ce qui revient à analyser les algorithmes pour s'assurer qu'ils respectent des normes de sécurité et qu'ils ne représentent pas de biais ou de comportements dangereux. La deuxième mission, ça sera d'analyser les risques liés à l'IA. Certains modèles, on le sait, peuvent être utilisés pour créer des deepfakes, pour manipuler l'opinion publique ou encore pour faciliter des cyberattaques. L'Institut devra donc identifier ces dangers et proposer des mesures de protection. Et puis, il accompagnera également la régulation et encouragera une IA souveraine. L'objectif est de soutenir des solutions d'IA développées en France et en Europe pour limiter la dépendance aux géants américains et chinois. Attention, en revanche, l'INESIA n'aura pas le pouvoir de réguler. Alors justement, ça c'est un point clé, Lisa. L'INESIA n'aura ni budget propre, ni ressources humaines dédiées et ne bénéficiera pas d'un statut juridique distinct. Est-ce que ça ne risque pas justement de limiter quelque part son efficacité? Alors ça, c'est une vraie question. Contrairement à des agences de régulation comme la CNIL, l'INESIA ne pourra pas sanctionner les entreprises qui ne respecteraient pas les normes en vigueur. Son rôle sera donc plutôt consultatif que contraignant. Il devra donc collaborer avec d'autres institutions déjà existantes comme l'ANSSI ou la DINUM. Et surtout, il sera piloté par le Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale et par la Direction générale des entreprises du ministère de l'Économie et de la Finance. Alors comment cette initiative, elle s'inscrit dans un contexte plus international aussi? Eh bien, elle s'aligne clairement sur les efforts internationaux pour encadrer l'IA. Je dirais même qu'elle en est la résultante puisque l'INESA a été créée conformément aux recommandations établies en mai 2024 lors de la déclaration de Séoul. Avec cet institut, la France intègre donc un groupe assez limité de pays ayant mis en place des structures similaires comme l'Australie, le Canada, les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni ou encore Singapour et la Corée du Sud. Ça s'appelle donc l'INESA, l'Institut national pour l'évaluation et la sécurité de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup Lisa. On va lancer ensemble tous les trois la deuxième partie du talk tout de suite. Et dans cette deuxième partie du talk, créer une maison de rêve, vivre une carrière fulgurante, gérer des relations amoureuses complexes. Les Sims, c'est bien plus qu'un jeu, c'est une utopie virtuelle, un monde où chacun peut se réinventer. Alors en intégrant de plus en plus de diversité, de réalité sociale aussi, le jeu s'éloigne-t-il du fantasme pour devenir un véritable laboratoire de société? Et jusqu'où peut aller bien sûr la simulation de la vie réelle? On en parle avec nos experts tout de suite. Et on va commencer par vous Lisa, parce que depuis le 25 ans, les Sims évoluent au même rythme, on a l'impression, en tout cas que la société. Selon vous, en quoi cette franchise, parce que certains présentent cela comme une franchise, a pu ou a su capter l'air du temps mieux que dans d'autres jeux vidéo? Déjà, il faut repartir au moment de sa création, en tout cas de la version qu'on connaît aujourd'hui des Sims, et surtout de sa présentation à l'I3, qui est donc un salon du jeu vidéo, sa présentation en 1999, où, sans trop le faire exprès, en fait, les Sims ont créé un buzz, puisque au moment de la présentation, en fait, il y a 2 Sims féminins qui se sont embrassés. Et alors forcément, à cette époque-là, oui, c'était complètement nouveau. Voilà, ça a défoulé tout le monde, ça s'est retrouvé en tête de tous les articles. Parce que c'était pas prévu qu'on comprenne. C'était pas prévu. En fait, dans le développement du jeu vidéo, en fait, c'est juste un développeur qui, lui-même étant d'orientation homosexuelle, en fait, s'est dit, puisque c'est un jeu de simulation de la vie... Moi, pourquoi je le suis. Pourquoi ça n'existerait pas dans le jeu? Et finalement, il n'avait pas mis au courant les équipes. Et ça, c'est un petit peu... Enfin, c'est le hasard des choses. Et donc, voilà, ça a un peu lancé les Sims sur ce terrain-là. En fait, les développeurs se sont dit, OK, bon, ça a super bien marché. Ça s'est retrouvé en tête de liste de tous les articles. Et ben en fait, on va développer le jeu comme ça. Et au fil des années, finalement, version après version, on a eu de plus en plus cette volonté de recréer ce qui se passe en société et toutes les polémiques, toutes les avancées qu'on pouvait avoir. Et ça s'est traduit notamment, vous le disiez en introduction, en montrant le polyamour, en montrant le handicap, en montrant le mariage pour tous.
Voilà, et c'est une franchise qui, du coup, effectivement, évolue avec la société. Évolue avec la société, qui cartonne en tout cas, parce que ça fait 25 ans et 25 ans justement que les Sims restent encore aujourd'hui l'un des jeux vidéo auxquels la population mondiale joue le plus. Les Sims, on l'a dit, permettent de créer des vies idéalisées, quelque part aussi, Alexandre, où les joueurs peuvent éviter aussi les contraintes du réel qu'on connaît, nous, dans nos vies réelles. Est-ce que vous pensez justement aussi à votre tour que, quelque part, cette dimension utopique, elle joue un rôle clé dans son succès aujourd'hui? Ah oui, je pense que jouer aux Sims, c'est s'inventer une vie qu'on rêve quelque part, être potentiellement en couple, marié, avoir des enfants. On sait que quand on est jeune, on aime bien imiter les adultes. Donc c'est aussi là où les Sims arrivent à attirer du monde. Génération après génération, on donne à un enfant de 5 ans l'opportunité de faire un travail d'un adulte, il va le faire. Donc en fait, on a toujours cette habitude de mimétisme constant qui se traduit complètement sur les Sims. Maintenant, là où je trouve que c'est peut-être un peu plus complexe et que c'est clairement un phénomène de société, c'est l'âge moyen des Sims aujourd'hui, c'est 16 ans. C'est quand même un âge relativement jeune, avec des avancées sociétaux assez complexes aussi. Donc, arriver à jongler entre la norme sociétale et le jeu vidéo, je pense que c'est un sujet qui est assez complexe et qui nécessite peut-être un Sims pour adultes et un Sims pour enfants. Alors, je crois que ça existait quelques années, mais qu'ils l'ont arrêté. J'ai le souvenir, quand on jouait aux Sims sur la DS à l'époque, c'était pas exactement le même Sims. Mais je sais pas si Parce que c'est disponible, effectivement. Enfin, ça l'a été sur différentes plateformes. En fait, c'est pas ça. C'est que le business model, je pense, n'est pas forcément rentable de développer 2 jeux différents. Ça veut dire 2 fois plus d'équipes de RH et ça a un coût. Bien sûr, ça a un coût, effectivement. Alors, on parlait de cet attrait intergénérationnel, en tout cas, pour les parents peut-être qui nous regardent et qui ne connaissent pas forcément les Sims ou qui n'y ont pas joué. Est-ce qu'il y a de la violence, des combats sur les Sims? Alors non, c'est ce qui fait aussi le succès de ce jeu, qui rentre en fait dans la catégorie à la fois donc, des jeux de simulation, mais aussi de ce qu'on appelle les cozy games, donc qui ne créent pas de stress parce qu'il n'y a pas de notion de violence, il n'y a pas de notion de fin de jeu, de game over. Si par exemple on échoue dans un métier qu'on a donné à son Sims, on peut très bien décider de recommencer, donc il n'y a aucune pression de ce point de vue-là. Alors après, je vais nuancer parce que hors plateau, nous en avons discuté avec Alexandre. Il y a de la violence dans les Sims. On peut générer de la violence de la part de ces Sims, mais il n'y a pas de violence intrinsèque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de notion de devoir affronter quelqu'un. En revanche, ce qui fait aussi de ce jeu quelque chose d'intergénérationnel, et aussi d'ouvert à tous, c'est le fait que on a un public très différent par rapport à d'autres jeux vidéo. Par exemple, on a beaucoup de femmes qui jouent aux Sims, là où dans les jeux vidéo, c'est pas toujours le cas. Notamment sur les Sims 4, en 2020, on avait 60% de femmes, donc c'est énorme. Comment ça s'explique, ça ? Le type de jeu. Le type de jeu, sans vouloir catégoriser, il y a beaucoup moins de femmes, par exemple, qui vont jouer à des jeux comme GTA ou Call of Duty. Il y en a, bien évidemment, mais c'est des sujets qui les intéressent peut-être un peu moins. D'accord. Vous partagez cet avis, Alexandre ? Oui, je partage complètement cet avis. Il faut nuancer aussi parce que les jeux en monde ouvert, en open world, sont souvent sujets à des vagues de buzz, comme on sait que sur les Sims on peut faire des Hunger Games et faire mourir des Sims de fatigue, donc ça peut être non pas violent visuellement, parce qu'un Sims qui meurt, on n'est pas particulièrement choqué, ne serait-ce que peut-être qu'à 8 ou 9 ans on peut l'être, en tout cas vers 16 ans non, et comme c'est l'âge moyen, c'est un peu mon référentiel ici, donc je pense que c'est un jeu qui continuera d'évoluer avec son temps. C'est la route que les Sims ont pris, et c'est une franchise qui fonctionne même en dehors du jeu vidéo en lui-même. Il y a un monde autour des Sims, il y a des society autour des Sims, des rassemblements. Donc on sait que ça fait une économie un peu globale des Sims, comme n'importe quelle franchise Harry Potter ou autre, par exemple dans le cinéma. On l'a dit, les Sims permettent aussi de créer une vie parallèle où tout est sous contrôle. Est-ce que vous pensez que ça répond aussi quelque part à un besoin croissant de fuite du réel, quelque part, à un monde qui est de plus en plus incertain? Est-ce que ça explique aussi d'une certaine manière le succès du jeu?
Oui, forcément, le sentiment de maîtrise qu'on a en jouant aux Sims est forcément assez agréable. Le fait qu'il n'y ait pas de violence, que le rythme soit calme, notamment en période de pandémie, on le sait, beaucoup de gens se sont remis à jouer aux Sims pour pouvoir échapper un petit peu à ce monde qui était pas forcément très tout rose. Voilà. Et puis, au-delà de ça, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que certes, ça permet de fuir le monde réel, mais d'un autre côté, il y a eu pas mal d'études sur le sujet et des thérapeutes et des psychologues qui reconnaissent le fait que de jouer à des jeux comme les Sims, ça permet au contraire, dans certains cas, de se reconnecter avec le monde réel. Par exemple, quand on a des dépressions ou des stress post-traumatiques, en fait, ça permet, comme c'est de la simulation de vie, de pouvoir se créer une petite bulle et de pouvoir expérimenter, en fait, les relations sociales, etc. Donc oui, fuir le monde réel, et en même temps, ça en reste quand même une représentation, donc ça peut être utile pour s'y reconnecter. Ce qui est intéressant, c'est que les Sims, on peut aussi les jouer en ligne. Et donc là, on peut rencontrer du monde et vivre une vie complètement virtuelle. Je pense que c'est un peu la version 1 de ce qu'on appelle maintenant le métaverse, en fait. Alors, c'est un monde en 2D et non pas en 3D, mais... Sans casque. Sans casque, mais ça reprend les codes du métaverse. On peut y faire sa vie, avoir un travail, acheter des choses, acheter des objets, de la musique, une maison, la construire. Donc je pense que ça aide, les gens à rester peut-être dans une espèce d'un endroit un peu safe, une safe place, pour expérimenter tout un tas de choses. Maintenant, je pense que c'est à nuancer parce qu'à 16 ans, on veut peut-être tester des choses un peu spéciales dans les jeux vidéo. Donc je pense qu'il faut quand même réguler un peu ce jeu qui peut être comme GTA ou autre, qui peuvent être des jeux en open world qui peuvent prendre une place assez importante, notamment en termes de violence. Bon, ce qui est sûr, c'est que visiblement les Sims a eu plus de succès que le métaverse. On continuera à en parler avec vous dans les prochaines semaines. Merci beaucoup en tout cas Alexandre d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de vous recevoir dans l'émission. Merci à vous Lisa d'avoir été notre experte, notre chroniqueuse aussi du jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à la régie. Merci à Edouard Denuau d'avoir produit cette émission. Et nous, on se retrouve tous les jours dès demain, dès 12h30, toujours sur School TV. Et d'ici là, passez une très très bonne journée.